Formation des agents de la CENI sur la fonctionnalité de la machine à voter en RD Congo. Elle a démarré ce mercredi. Affrontement entre armées opposant au régime du président Azali Assoumani aux Comores, au moins un mort et plusieurs blessés. Puis, 7e réunion ordinaire du Conseil de supervision de l'ICIE au Togo. Elle a été présidée par le Premier ministre du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En RDC, plus de 50 techniciens de la CENI participent depuis ce mercredi à une formation sur la fonctionnalité de la machine à voter. Elle a commencé à moins de 70 jours des élections. Pendant 3 jours, ces techniciens, encadrés par Meru System, l'entreprise sud-coréenne fabricante des machines à voter, apprendront les fonctionnalités de cet outil software et hardware pour une nouvelle prise en charge du processus électoral, annonce la centrale électorale en République démocratique du Congo. À l'ouverture de la session au Kempinski Fleuve Congo Hotel de Kinshasa, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a invité les participants à capitaliser cette formation. Vous êtes là pour voir les caractères technique de comment fonctionne la machine. Vous êtes là pour voir, identifier toutes les possibilités ou toutes les éventualités qu'on peut avoir sur la machine en termes de fonctionnalité, en termes de pannes éventuelles, en termes d'opérationnalité. Je vous encourage donc à bien rester attentionné sur les détails. Vous en deviendrez de grands experts. Vous en sortirez les noyaux sur lesquels on va s'appuyer. Le président de la CENI a profité de cette occasion pour assurer que toutes les machines à voter ont déjà quitté la Corée du Sud. Environ 20 000 machines sont déjà arrivées en RDC. D'autres livraisons sont prévues pour la fin du mois d'octobre pour faire un total de 107 000 pièces qui seront utilisées le 23 décembre 2018. Au Bénin, l'audience devant connaître de nouveau de l'affaire 18 kg de cocaïne s'est tenue, comme annoncé ce jour devant la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mais en l'absence des prévenus, dont le très attendu président du patronat, des avocats de la défense n'ont pas pu plaider. Ce qui vient de se passer devant cette juridiction est en soi inadmissible pour l'avocat que je suis. Et la Cour considère que nous n'avons pas à prendre la parole, car le seul intérêt que la Cour voulait obtenir, c'était la présence physique de l'homme qui est renvoyé devant eux. Nous avons contesté cela. Nous avons démontré que nous étions constitués, mandatés par notre client, mais la Cour a refusé de nous entendre. En conséquence de quoi, l'ensemble des avocats de M. Sébastien Ajavon a fait le choix de quitter la juridiction, de quitter la salle d'audience, parce que nous sommes manifestement dans le cadre d'une situation que je ne veux pas considérer comme une mascarade judiciaire. Je rappelle que nous sommes venus hier pour réclamer tout simplement la possibilité de consulter le dossier pénal. Devant toutes les instances répressives du monde, les avocats peuvent venir consulter un dossier avant l'audience. On est venu et le président de la Chambre, celui qui préside aujourd'hui, s'y est refusé. Ce qui se passe là, ça se passe pas dans les juridictions. Un juge ne refuse pas à un avocat de prendre la parole. Le juge, sa fonction, c'est de juger. Et pour juger, il faut qu'il comprenne. Et la seule façon pour le juge de comprendre,
c'est que l'avocat doit plaider pour comprendre. Et là, l'on nous démontre que l'on n'a pas besoin de comprendre avant de prendre une décision. Dans certains pays, nous ne sommes pas surpris, mais pour le Bénin, nous sommes surpris de ce qui se passe parce que ce pays a connu une évolution sur le plan de la démocratie, parce que la justice participe à cette marche. Nous constatons que malheureusement, l'on se sert de cette justice pour poser des actes qui sont contraires au juste. Des affrontements à l'arme automatique ont eu lieu entre l'armée et des opposants au régime du président Azali Assoumani dans l'île comorienne d'Anjouan. Ils ont fait au moins un mort et plusieurs personnes blessées. Voici le reportage. La situation restait tendue ce mercredi aux Comores après des affrontements meurtriers entre armée et opposants au régime du président Azali Assoumani. C'est des affrontements qui ont fait 3 morts selon les autorités, suscitent l'inquiétude de l'ONU et de l'Union africaine. Il y a eu des blessés, bien entendu, mais il y a eu des morts, il y a eu 3 morts, dont une personne âgée, malheureusement. Mais ce qui est sûr, ces terroristes sont les principaux responsables de cet acte. L'armée n'a pas tiré. Si jamais l'armée avait tiré, vous imaginez la suite. L'armée a sécurisé la zone, a confiné ces terroristes dans la Médina. Donc ils attendent, ils doivent se rendre ou bien ils vont être arrêtés. Ça c'est l'option. Nous avons choisi l'option le plus responsable possible parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des dégâts du côté de l'armée, aussi bien de la population. Il y a eu des frustrations incontestablement à Anjouan-Moélie de par la nouvelle monture constitutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ces débordements qui n'ont en aucun cas justifié l'usage de la force, mais il est peut-être aujourd'hui utile de faire cet appel afin que la classe politique se retrouve et trouve une solution politique à cette crise. Sur fond de vives tensions provoquées par la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat, les affrontements avaient éclaté ce lundi lorsque des protestataires ont érigé des barrages dans plusieurs rues et autour de Mout Samoudou, ville considérée comme un fief de l'opposition, et que les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour les démanteler. Pour un deuxième jour consécutif, des députés algériens ont bloqué l'entrée de l'Assemblée populaire nationale. Objectif, demander la démission du président de l'Assemblée. Saïd Bouadja, le président de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, est accusé par ses détracteurs de mauvaise gestion, de dépenses exagérées et illicites et d'un recrutement douteux. Dans le but de demander sa démission, des députés ont pour la deuxième journée consécutive bloqué l'entrée de l'Assemblée populaire nationale. Nous en avons assez, nous en avons terminé. Nous ne pouvons plus supporter cette situation. Nous sommes dans notre raison, nous sommes dans nos droits, nous en tant que majorité parlementaire, de retirer la confiance à quelqu'un qui pour nous ne jouit plus de la confiance des partis qui l'ont soutenu, qui l'ont porté à ce poste, à cette place. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a décidé, avec la majorité absolue, premièrement, de déclarer la vacance du poste du président de l'Assemblée populaire nationale. Deuxièmement, de saisir la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés afin qu'elle établisse un rapport de preuve de vacance. Les motifs réels de cette crise restent flous et le président de l'Assemblée populaire nationale attribue ses déboires à sa décision de limoger fin septembre le secrétaire général de l'Assemblée, réputé proche de certains caciques du Front de libération nationale, du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. La 7e réunion ordinaire du Conseil de supervision de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a eu lieu ce lundi au Togo. Elle a été présidée par le Premier ministre togolais. Le point des assises avec notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gali.
Créée en 2010 par un décret présidentiel, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ICIE est un mouvement national composé de personnalités issues du gouvernement, de l'administration publique, des représentants des industries extractives, des représentants des groupes indépendants de la société civile et de l'association des journalistes. Il a pour objectif essentiel d'aider à amener plus de transparence dans la gouvernance des industries extractives et minières à travers l'application des normes ITIE. Sous l'égide du Premier ministre, ses membres viennent de tenir la 7e réunion ordinaire du Conseil de supervision de l'ICIE. L'objectif principal pour les membres du Conseil national de supervision est de définir les grandes orientations politiques et stratégiques de l'ITIE et de s'assurer de la participation de tous les acteurs au processus de mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays. 2 points essentiels ont été débattus au cours de cette 7e réunion de l'ICIE. Nous avons présenté la mise en œuvre dans sa globalité depuis 2010 jusqu'à présent. Mais il faut dire également qu'au 2e point, nous avons présenté les résultats de la validation de l'ITIE au Togo. En ce qui concerne la mise en œuvre, nous avons débattu des forces, disons des avantages de la mise en œuvre de l'ITIE au Togo et surtout la motivation des parties prenantes. 3,5%, c'est la contribution des industries extractives à la recette de l'État en fin septembre 2018 contre 2,5% l'année dernière. Puis au Pérou, une cour d'appel a ordonné la libération de la dirigeante de l'opposition Keiko Fujimori, détenue depuis une semaine. C'était dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, le géant du BTP brésilien qui a reversé des pots de vin pour obtenir des chantiers en Amérique latine. Une cour d'appel péruvienne a ordonné la libération de la dirigeante de l'opposition Keiko Fujimori, détenue depuis une semaine dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, le géant du BTP brésilien qui a versé des pots de vin pour obtenir des chantiers en Amérique latine. Nous, les juges, décidons de déclarer invalide la première résolution du 9 octobre 2018 décidée par le juge de la Cour qui avait déclaré justifier la demande de l'accusation de mettre la suspecte Keiko Sophia Fujimori Iguchi en détention préliminaire d'un maximum de 10 jours. Lors de sa sortie du tribunal, la dirigeante de l'opposition assure être reconnaissante des marques de soutien reçues. Je pars reconnaissante. Malgré cette injustice, je suis reconnaissante des nombreuses expressions de solidarité. Et évidemment, cela devrait nous faire réfléchir à ce que nous pouvons faire pour éviter ceci, pour que cela n'arrive pas à d'autres personnes. Fille de l'ex-président Alberto Fujimori, Keiko Fujimori a été arrêtée à la demande du parquet au moment où elle se rendait dans le bureau du juge pour être entendue sur le financement de sa campagne électorale à la présidentielle de 2011. Une vingtaine d'autres personnes, dont des dirigeants du parti de Keiko Fujimori, sont visées par des mandats d'arrêt. La justice soupçonne cette formation d'avoir touché de l'argent de la société Odebrecht au cœur d'un scandale de corruption qui éclabousse toute la région. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.